Les racines des Nations Unies, la partie la plus visible du nouveau système de gestion mondiale, pourrait être comparée aux nombreuses racines profondes et étendues d'une vigne tenace. Certaines des racines sont courtes et peu profondes. D'autres sont longs et profonds, fermement ancrés dans de puissantes institutions sociales, politiques et financières en Europe et en Amérique du Nord, qui, pour diverses raisons, partageaient la vision de Lord Tennyson d'une fédération du monde. Les racines enchevêtrées de cette vigne se sont propagées sous la surface de la vie publique jusqu'en 1945, date à laquelle des délégués de 50 pays se sont réunis à San Francisco pour signer la Charte des Nations Unies. L'espion communiste Algéis, co-auteur de cette charte fondatrice, a été le premier secrétaire général par intérim de l'ONU. Cet aperçu initial de l'agenda mondial aurait dû faire lever un grand drapeau rouge. Mais notre monde déchiré par la guerre était déjà aveuglé par la vision très médiatisée d'une planète pacifique, les ordinateurs portables au droit universel. Qui a osé s'opposer à un objectif aussi noble? En fait, de nombreux Américains ont vu les panneaux de signalisation en cours de route, mais leurs avertissements ont été étouffés par les louanges retentissantes des principaux médias. Petite merveille. Les 25 principaux journaux américains avaient été achetés par le Goliath des banques, JP Morgan, une des tiges les plus solides du système racinaire enchevêtré de la vigne. La jeune vigne a grandi rapidement et ses branches se sont répandues dans le monde entier. Les signes de compromis politique et social se sont multipliés. Ce n'était un secret pour personne que chaque secrétaire général socialiste consécutif, Trygve de Norvège mais recommandé par la Russie, Dag Hammarskjöld, Suède, Utan, Birmanie, Kurt Waldheim, Autriche, etc., sympathisait avec le communisme et aidait construire un réseau imposant de déclarations et de traités internationaux, loi douce, qui outrepasseraient les droits constitutionnels et les lois nationales en Amérique. Pendant des décennies, seuls les dirigeants communistes auraient occupé le plus haut poste militaire de l'ONU, à savoir le secrétaire général adjoint aux affaires politiques et au Conseil de sécurité. 14 des 15 hommes qui occupaient ce poste vital jusqu'en 1995 et probablement dans le nouveau siècle, représentaient l'URSS. Dragoslav Protić, un communiste de Yougoslavie, a fait exception à la règle. Ainsi, lorsque des soldats américains ont combattu le communisme en Corée et au Vietnam en partenariat avec l'ONU, les principaux dirigeants militaires de l'ONU étaient des communistes. Pas étonnant que les soldats américains aient mené deux guerres vaines et meurtrières. Comment le public pourrait-il être si trompé? Une partie de la réponse réside dans la puissance subtile du gradualisme, les étapes incrémentielles qui fonctionnent comme la grenouille proverbiale dans une casserole d'eau à chauffage lent. Vous devenez tellement habitué au changement graduel, que vous remarquerez à peine l'étape suivante. La grande vision de la paix mondiale, qui brûle dans le cœur de nombreux idéalistes qui ont appris à haïr la guerre, est tout aussi importante. Ces deux visions, et gradualisme, servent à la fois à motiver et à tromper les masses. Bien sûr, bon nombre des dirigeants qui utilisent ces stratégies ont des objectifs plus totalitaires en tête. Cette quête a commencé longtemps pour Alfred Lord Tennyson, a écrit son poème visionnaire, Locksley Hall. L'histoire montre des exploits monumentaux tels que la tour de Babel, les vastes civilisations hittites, babyloniennes et perses et, plus tard, les empires grecs, romains, byzantins et musulmans. À une époque plus moderne, le monde regardait avec émerveillement les nations civilisées, telles que la Russie et l'Allemagne sacrifier la liberté individuelle et des millions de vies sur leurs autels au rêve du socialisme totalitaire soviétique et nazi. Le recul nous aide à retracer les premières étapes progressives vers un gouvernement mondial, et nous pouvons maintenant regarder en arrière sur les fondations d'un mélange éclectique de visionnaires socialistes, de financiers globaux, de révolutionnaires communistes, de sociétés secrètes, de dirigeants New Age, de capitalistes et de riches capitalistes. Fondation exonérée principalement en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Bien avant que les Nations Unies ne deviennent un organe officiel sous la direction des socialistes, cette vision initiale s'était répandue dans toutes les principales institutions. Comme Marilyn Ferguson a écrit dans The Aquarian Conspiracy, plus large que la réforme, plus profond que la révolution, cette conspiration bénigne pour un nouvel agenda humain a déclenché le réalignement culturel le plus rapide de l'histoire. Il existe des légions de conspirateurs. Les écoles, les usines et les cabinets de médecins, dans les agences fédérales et d'État, dans les conseils municipaux et le personnel de la Maison Blanche, dans les assemblées législatives des États, dans les organisations de volontaires, dans pratiquement tous les domaines de l'élaboration des politiques dans le pays. Ils ont fusionné en petits groupes dans chaque ville et chaque institution. Pour réaliser ce rêve d'un nouvel ordre mondial qui servirait les intérêts économiques et sociaux grandioses de ces premiers visionnaires, deux étapes étaient essentielles,
établir un système de gestion mondiale efficace, qui rejoindrait la nation du monde par des processus, qui sembleraient démocratiques, et qui permettraient de se conformer à des ensembles spécifiques d'objectifs et de normes. Utiliser ce système de gestion pour façonner les esprits, porter atteinte à la souveraineté, établir une solidarité sociale et former un effectif mondial mobile. La redistribution des ressources humaines et financières, par la migration, une économie mondiale et un système de protection sociale mondiale. Un système éducatif mondial uniforme, qui uniformiserait à la fois l'apprentissage social et les compétences professionnelles. Contrôle des principaux médias et autres canaux de propagande. Le professeur Carol Quigley a écrit dans Tragedy and Hope. Au XXe siècle, une structure de pouvoir se développa entre Londres et New York, qui pénétra profondément dans la vie universitaire, la presse et la pratique de la politique étrangère. La branche américaine de cet établissement anglais exerça une grande partie de son influence au travers de 5 journaux, New York Times et Herald Tribune, Christian Science Monitor, Washington Post. Une société civile, solidaire, comprenant des entreprises, des groupes communautaires, les médias d'information et de divertissement, des églises, etc., disposée à diriger les masses vers une synthèse culturelle et religieuse au sein des communautés et des organisations du monde entier en utilisant le processus dialectique, une stratégie bien testée et prouvée dans l'ex-Union soviétique. De nombreux participants, y compris les églises, peuvent ne jamais savoir en quoi leurs nouvelles pratiques commerciales et leur dialogue en petits groupes contribuent à saper les valeurs traditionnelles et à préparer leurs membres à la nouvelle société mondiale. Pour les prophètes pragmatiques et les cornemuseurs derrière ce stratagème, la perte de vie humaine, la perte de propriété et la liberté importaient peu, car la fin utopique justifierait leurs moyens peu scrupuleux. Des expériences sociales qui ont tué des millions de personnes en Russie, l'Allemagne nazie et la Chine sont devenues des tremplins utiles pour les riches fondations et financiers britanniques et américains qui ont aidé à financer ces guerres et révolutions, et pour les puissants dirigeants britanniques et américains qui ont fourni armes et technologies pour les alliés ennemis supposés. Un grand nombre de nos présidents, voire le président George W. Bush, ont servi de représentants visibles et élus au maître des coulisses, qui ont déjà tracé le parcours de base, sinon tous les détails. Derrière de nombreux leaders mondiaux visibles se trouvent des initiés sages, qui guident le changement depuis des décennies. Certains de leurs noms récents sont familiers, George Shultz, David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger, Brent Scowcroft. Ces hommes, au plus haut échelon de la Conseil des Relations Extérieures, CFR et d'autres clubs d'élite, servent dans les cabinets des présidents, encore et encore. Certains mènent silencieusement dans les coulisses. Ils peuvent s'appeler républicains ou démocrates. Ça n'a pas vraiment d'importance. Peu de gens ont fait plus pour exposer cet agenda révolutionnaire que Carol Quigley, professeur d'histoire aux écoles du service extérieur de l'université de Georgetown, que Clinton a honoré dans son discours d'acceptation à la Convention démocratique du 16 juillet 1992. Voir les lettres de créance de Quigley, dans son tome de 1300 pages, Tragédie et espoir, une histoire du monde à notre époque, il écrivait: le principal problème de la vie politique américaine depuis longtemps consiste à rendre les deux partis du Congrès plus nationaux et internationaux. L'argument selon lequel les deux partis devraient représenter des idéaux et des politiques opposés, l'un, de droite peut-être, l'autre de à gauche, l'idée idiote n'est acceptable que pour les penseurs doctrinaires et académiques, mais les deux partis doivent être presque identiques, de sorte que le peuple américain puisse rejeter les fripons à n'importe quelle élection sans entraîner de profonds changements de politique. En d'autres termes, les élus vont et viennent, mais les chefs non élus en coulisses continuent leur règne. Comme l'a écrit Ashley Mott, membre du Parlement européen, dans un article intitulé « Méfiez-vous du cœur secret de l'UE ». Même le visage public de l'UE, la commission non élue, fait partie de la charade. Le pouvoir ne leur appartient pas. Il appartient au cadre supérieur de leur département. Nous ne savons pas quels sont leurs budgets, comment ils sont financés ou qui en approuve les coûts. En effet, nous ne savons même pas quels pouvoirs leur ont été conférés, ni par qui. Et nous ne pouvons pas nous en débarrasser. L'UE ne serait plus au service des États membres. Elle serait devenue leur maître. Chaque traité précédent était un petit pas dans cette direction. Les 24 autres commissaires, nommés chacun par les autres États membres, sont chiffres tête. Ils prennent de part, balle dans l'arène publique, et faire des annonces décidées pour eux par leur cadre supérieur, la direction des comités secrets. Officiellement au-dessus de la commission siège un conseil de ministres. Mais le conseil est un peu plus de la même illusion élaborée. Le Parlement européen siège au-dessous de cette vaste superstructure. Conçue pour créer une illusion de responsabilité démocratie. Un geste condescendant sur la tête pour les électeurs tenus au mépris. Le Parlement européen dispose d'une majorité intégrée en faveur du marché social.
il est le dépositaire d'un accord tacite entre la gauche et les multinationales. En fait, la gauche a dit aux multinationales, vous nous pouvons coudre vos marchés, si nous pouvons nous livrer à une ingénierie sociale sans fin. Les grandes entreprises ont donné leur accord. Le résultat est un parlement largement favorable, de gauche à droite du fossé politique. Les Amériques vont dans la même direction. Résumant un point clé de la tragédie et de l'espoir de Quigley, le Dr Stanley Monteith a écrit dans son ouvrage bien documenté, Brotherhood of Darkness, le professeur Quigley a assuré à ses lecteurs que la menace du communisme était exagérée et qu'il avait effectué des recherches gouverner le monde. À cette époque, beaucoup de gens pensaient que notre département d'État avait confié l'Europe de l'Est et la Chine aux communistes, notre gouvernement étant dominé par des agents subversifs. Le professeur Quigley a clarifié cette confusion, ce mythe, comme toutes les fables, a en fait un minimum de vérité. Il existe et existe depuis une génération, un réseau international anglophile qui fonctionne, dans une certaine mesure, de la manière dont la droite radicale croit l'acte communiste. En fait, ce réseau, que nous identifions comme étant des groupes de la table ronde, n'a aucune aversion pour la coopération avec les communistes, ni aucun autre groupe, et le fait souvent. Je connais le fonctionnement de ce réseau, car je l'étudie depuis 20 ans. Et a été autorisé pendant 2 ans, au début des années 1960, à examiner ses papiers et ses archives secrètes. L'une des révélations les plus choquantes du professeur Quigley, a écrit le Dr Monteith, était le fait que le Parti communiste américain était en partie financé par J.P. Morgan & Company. J.P. Morgan et ses associés ont financé le Parti républicain, le Parti démocrate. Groupe conservateur, organisation libérale, groupe communiste et organisation anticommuniste. Voir le processus dialectique ainsi, nous ne devrions pas être surpris d'apprendre que quelqu'un a acheté l'éditeur du professeur Quigley et détruit les planches de la première moitié de son livre afin qu'il ne puisse pas être réimprimé. Le Conseil des Relations Extérieures, CFR, deviendrait l'équivalent américain de l'Institut Royal des Affaires Internationales, RIA, en Grande-Bretagne. Le professeur Quigley explique, à la fin de la guerre de 1914, il devint clair que l'organisation de ce système devait être considérablement étendue. Les tâches furent confiées à Lionel Curtis qui créa, en Angleterre et dans chaque dominion, une organisation de façade pour les organisations locales existantes. Table ronde, cette organisation antérieure appelée Institut Royal des Affaires Internationales, avait pour noyau dans chaque zone le groupe de la table ronde actuellement submergé. À New York, il était connu sous le nom de Council on Foreign Relations, et constituait un front pour J.P. Morgan et sociétés. En fait, les plans initiaux pour l'Institut Royal des Affaires Internationales et le Conseil des Relations étrangères ont été élaborés à Paris. Les banques et les fondations exonérées d'impôts étaient essentielles à cette vision globale. Les puissances du capitalisme financier ont un autre objectif ambitieux, rien de moins que de créer un système mondial de contrôle financier entre des mains privées, capable de dominer le système politique de chaque pays et l'économie du monde dans son ensemble. Le système devait être la Banque des règlements internationaux à Bâle, en Suisse, une banque privée détenue et contrôlée par les banques centrales du monde, qui étaient elles-mêmes des sociétés privées. Chaque banque centrale cherchait à dominer son gouvernement par sa capacité pour contrôler les prêts du trésor, pour manipuler les échanges étrangers, d'influer sur le niveau de l'activité économique dans le pays, et influence politique coopérative par avantage économique suivant. En 1924, le président du conseil d'administration de la Midland Bank a déclaré « Les banques peuvent créer de la monnaie. Et celles qui contrôlent le crédit de la nation dirigent la politique du gouvernement et se tiennent au creux de leurs mains le destin du peuple. » Au cours des premières décennies du XXe siècle, a expliqué le Dr Monteith, les 3 plus grandes banques américaines appartenaient au Rockefeller, au Morgan et au Mellon. Contrairement aux spéculations populaires, les puissantes banques centrales européennes ont précédé la maison Rothschild. Les banques juives n'ont jamais contrôlé les institutions financières du monde.